La tour de Kermodrenne, un récit extrait des Contes et légendes de Bretagne. Lecture par Christophe Tabar. Rennes, le 2e d'avril 1779. Vous avez, madame, la façon la plus aimable du monde de vous souvenir de vos amis. Vous vous ennuyez à Forges et vous m'ordonnez de vous écrire. Voilà un ordre galant et auquel je suis si pressé d'obéir que je ne veux point qu'il s'écoule un seul instant entre l'arrivée de votre lettre et ma réponse. Mais vous ajoutez, madame, qu'il faut vous divertir par quelques plaisants récits de ma façon, et vous ne doutez pas que je n'y réussisse. Hélas, mon esprit ne mérite pas la confiance que vous avez en lui. Songez qu'il y a 3 mois que je suis à 100 lieues de Paris, que je n'entends parler d'autre chose que des États de Bretagne, et que l'ennui où je me trouve ici n'est point propre à m'inspirer les piquants récits que vous êtes accoutumés de recevoir de vos amis. Cependant, madame, je n'aurai pas la mauvaise grâce de vous désobéir, et puisque je ne saurais vous divertir, je veux vous étonner en vous contant une histoire de fantôme tout à fait singulière. Assurément, à Forges, vous n'en entendez pas de semblable. Sachez que cette histoire est véritable, et qu'elle arriva voici 2 jours seulement à monsieur le chevalier du Tremblay en personne. Vous vous récriez, madame. Il est vrai que le chevalier n'est point homme à lier commerce avec les fantômes. Souffrez donc que je vous conte la chose avec quelques détails. Je sais que ces histoires-là sont de votre goût, et j'ose croire que la mienne ne vous déplaira point. Il vous souvient peut-être que je vous mandai le mois passé que monsieur du Tremblay se disposait à faire visiter en leur solitude à des parents de sa mère, qui demeurent à quelques lieues environ de Lannion, et qui ne cessaient de l'accabler de leurs invitations depuis notre arrivée dans ce pays. Il me pria de l'accompagner. J'eus la fâcheuse complaisance de céder à ses instances. Ah, madame, l'ennuyeux voyage que nous avons fait là. La pluie ne cessait de tomber, les chemins étaient de telle sorte que 20 fois nous pensâmes nous enfoncer dans d'affreux bourbiers. Enfin, à 1 lieue du château, le cheval de notre ami fit sottement une chute, dont il n'eut du reste aucun mal, mais qui valut au chevalier quelques contusions. Enfin nous arrivâmes en mauvais état et de fort méchante humeur à la Trémandée. Ce château est situé dans le lieu le plus triste de la terre. On est enfermé dans une vallée solitaire. On n'aperçoit de tous côtés que des bois épais et des collines couvertes de genêts. Une grosse tour, détachée du corps de logis, menace sans cesse de s'écrouler sur cette aimable habitation. Vous n'imaginez pas, madame, la vie maussade que l'on peut mener dans ce désert. Point de jeu ni de musique. On mange, on boit, on parle de la chasse et des troubles de la province. On se couche à 9 heures, bien aise de terminer vite une si triste journée. Monsieur le comte de Kermodrenne est un homme fort estimable qui a servi sous le feu roi. Il a rapporté de ses campagnes quelques blessures qui, jointes à son âge, ne lui permettent guère de s'éloigner de son fauteuil. Madame de Kermodrenne fut à la cour au temps de madame de Maintenon. Elle est demeurée attachée au goût et aux habitudes de ces années-là. Nous étions convenus de rester 3 jours, nous dûmes en demeurer 10, car le chevalier ne se trouvait pas encore en état de faire à cheval la route. Il ne faut point penser à aller en carrosse dans cette partie du pays. J'étais au désespoir. Le chevalier pensait mourir de dépit. Mais je ne veux point, madame, ajouter à votre ennui en vous peignant le nôtre. La veille de notre départ, nous nous réunîmes comme de coutume dans le salon après souper. Madame de Kermodrenne avait pris sa broderie et ne disait mot. Notre hôte commençait une partie d'échecs avec un abbé qui demeurait au château. Ils ont tous deux quelque habileté dans l'art de pousser le bois. Le chevalier était assis près de moi et tenait dans la main un petit volume qu'il lisait fort attentivement. Tout à coup il se lève, il va à la fenêtre et regarde au dehors. Le voyant demeurer là, immobile. « Chevalier, lui dis-je, voilà une belle contemplation devant un ciel sans étoiles. »« Ma foi, me répondit-il, je ne regarde pas si haut. Je viens de lire un fort plaisant récit sur cette tour qui menace de tomber sur nous.
Il paraît qu'un moine y fut enfermé par la dame du château, y demeura 10 ans, et qu'il s'y est trouvé si bien qu'il ne manque pas d'y revenir depuis 500 ans, affirme mon livre. « Et pardieu !» m'écriai-je étourdiment. « Il est devenu amoureux de sa geôlière, et ils se retrouvent tous les soirs comme deux amants fidèles. » Je n'imaginais pas, madame, l'effet de mes paroles. Monsieur de Kermodren arrête sa partie et fixe sur nous un regard mécontent. « Messieurs, dit-il, je ne saurais souffrir de plaisanteries sur ce sujet-là. Ce récit, qu'il vous prend fantaisie de qualifier de plaisant, n'est point une légende, mais une histoire véritable. Quoi qu'en prétende votre monsieur Arouet, il ne suffit pas de quelques mauvais vers pour dissiper tous les mystères. Écoutez bien ceci, messieurs. Feu, mon père, qui a fait ses preuves de courage contre les ennemis du roi, fit le pari avec 2 de ses amis de coucher en cette tour. Il tint son pari, et quelque 30 ans après, il me disait encore « Quand le diable en personne serait derrière moi, je ne retournerai pas dans cette tour. » « À Dieu ne plaise, dit le chevalier en s'inclinant, que nous mettions en doute les dires de monsieur votre père. Quant à moi, je vous fais mes plus humbles excuses pour avoir médit du fantôme respectable de cette tour. » Ici je m'interposai, car je craignais les suites d'une conversation où l'un apportait la colère et l'autre la moquerie. Au reste, la partie n'était pas égale, et nous devions des égards à l'âge de notre hôte. « Monsieur, dis-je en m'inclinant à mon tour, ne me ferez-vous point la grâce de me conter cette histoire? Je vous avoue que j'ai, quant à moi, un fort goût pour le mystère, et si vous me faites l'honneur de ce récit, je vous en serai infiniment reconnaissant. » Le visage de monsieur de Kermodren se rassénéra. C'est au reste le meilleur homme du monde, et qui ne prend d'humeur que sur le chapitre de sa tour. « Monsieur, dit-il gracieusement, je me ferai un plaisir de satisfaire à votre demande. » Et dès l'abord, sans plus se souvenir de l'abbé ni de sa partie, il commença une histoire que vous me permettrez, madame, de vous dire en quelques mots. Sachez qu'il exista, il y a 500 ans passés, une dame du nom de Tournemine qui, par sa vie dissipée, fit grand scandale dans le pays. Vous voyez, madame, la seule différence de ce temps au nôtre, c'est que nos aïeux s'offensaient des choses que nous trouvons aimables et plaisantes aujourd'hui. Enfin, cette dame fit si bien que le prieur du couvent de Saint-Aubin lui dépêcha un moine qu'il chargea de lui faire des remontrances sur sa conduite. Vous jugez si elle reçut bien ce sermonneur. Sur l'heure, elle le fit saisir et enfermer dans la tour. Il y demeura 10 ans. Et songez, madame, que nous avons failli périr ici d'ennui en 10 jours. Il arriva qu'avec les années, madame de Tournemine, en femme avisée, pour ne point perdre ses amants, ajouta le jeu à la galanterie. On jouait chez elle le jour et la nuit. Le diable, dit-on, ne dédaignait pas ses parties. Or, un soir, il prit fantaisie à un gentilhomme qui avait perdu tout son bien en cet enfer de jouer la liberté du prisonnier. Il gagna, et sur le champ, la dame fit monter ses serviteurs dans la tour, et, sans cérémonie, on jeta dehors le moine captif. Mais voyez comme le destin se plaît à nous contrarier. Cet homme, qui avait tant désiré la liberté, ne se trouva plus en état d'en jouir, alors qu'elle lui fut rendue, car il était devenu aveugle dans sa prison. Il erra toute la nuit sur la lande, et on le retrouva mort au matin à 1 lieue de son couvent. Et ce qu'il y a de véritablement singulier, c'est qu'après avoir tant gémi en cette tour, il n'a eu rien de plus pressé que d'y revenir sitôt mort, et l'on n'a pu l'en déloger depuis. Vous avouerez que voilà un étrange caprice, et un fantôme bien déraisonnable. Monsieur de Kermodren nous débita ce récit le plus gravement du monde. Je surveillais le chevalier. Je craignais de sa part une raillerie. Vous savez qu'il n'est point patient et qu'il hait la superstition, plus que monsieur de Voltaire lui-même, mais il demeura silencieux. Enfin la soirée se passe, nos hôtes se lèvent, nous nous avançons pour les saluer avant de gagner nos appartements. Quelle n'est point ma surprise lorsque j'entends dire au chevalier du ton le plus naturel
Monsieur, je vous serai infiniment obligé de m'accorder une faveur. J'aurais le désir de coucher la nuit dans la tour. Si ce n'est point abusé de votre complaisance, oserais-je vous demander de m'y faire accompagner d'un de vos domestiques? L'escalier, si je ne me trompe, en est quelque peu délabré, et je serais bien aise d'être éclairé jusqu'en haut. Que n'étiez-vous là, madame? Vous eussiez vu en un instant un plaisant tableau. Monsieur de Kermodren, qui s'avançait vers la porte, s'arrêta net. L'abbé, les yeux écarquillés, fait de même. Madame de Kermodren laisse choir sa broderie. Tous trois contemplaient notre ami, à ce point saisi d'étonnement qu'ils n'en pouvaient parler. Moi, je les regardais tous, et je me contenais à grand-peine une furieuse envie de rire. « Monsieur, dit enfin notre hôte, je n'ai pas qualité pour vous donner des avis, mais je vous dirai tout net que vous allez faire là une folie. Monsieur, je serais bien aise si de ma vie, je ne fais d'autre folie que celle-là. Il est certain danger qu'on ne doit point braver. Je n'en connais point. Au reste, monsieur, que redoutez-vous pour moi? Qu'ai-je à craindre d'un si pieux compagnon? Nous ne saurions avoir que des entretiens fort édifiants. Ne vous moquez pas, monsieur. Ce sont là des sujets qui passent la plaisanterie. Monsieur, je parle le plus sérieusement du monde. Ai-je votre permission pour coucher dans la tour? Vous ferez ce qu'il vous plaira, chevalier, répondit froidement M. de Kermodren. Et il appela un domestique afin de lui donner des ordres. Je prends à part notre ami. Vous êtes fou, dis-je tout bas, d'aller passer la nuit en compagnie des rats et des chauves-souris. Si vous ne redoutez pas un fantôme, songez au moins que le vent entre, comme chez lui, dans cette tour, et n'allez pas prendre un refroidissement qui nous obligea de demeurer ici. Mon cher, répondit-il, je ne saurais souffrir ces gens avec leurs sottes superstitions. Je prétends leur montrer quel mépris inspire à une âme philosophe ces fantômes ridicules, et qu'il appartient à un homme raisonnable de chasser ces chimères. Là-dessus il me quitte, salue nos hôtes, et se dispense à suivre un valet qui nous attend, tenant une lanterne à la main. J'eus la curiosité de l'accompagner. Nous sortîmes au dehors. La nuit était à ce point obscure que, sans le secours de la lanterne, nous eussions été fort empêchés d'avancer. Lorsque nous fûmes arrivés devant la tour, notre guide essaya d'ouvrir la porte, mais le drôle se mourait de peur, et ses mains se refusaient à faire leur office. Le chevalier, impatient, saisit la clé et ouvrit par lui-même. La porte se recula avec un grincement. Je pensais pour ma part ne pouvoir parvenir au sommet de cette tour. Les marches en étaient si inégales que nous trébuchions à chaque pas. Le vent soufflait autour de nous et manqua d'éteindre notre lanterne. Enfin nous fûmes en haut. Aussitôt le domestique posa à terre la lanterne et les couvertures qu'il avait apportées et se précipita en bas de l'escalier sans en attendre davantage. « Voilà, dis-je, un maraud qui ne vous tiendrait pas compagnie ce soir. Et je vous avoue que je ne suis pas non plus pressé de partager votre gîte. » Il ne me fit pas de réponse et se mit à examiner les murs avec sa lanterne. On y voyait une croix et des outils grossièrement sculptés que M. de Kermodren nous assurait avoir été faits par le moine captif. Au reste, pas de mobilier en cette demeure, des murs de pierre, une fenêtre étroite où le vent entrait en sifflant, 2 chauves-souris que nous réveillâmes de leur sommeil et qui parurent fort étonnés de notre présence. Vous voyez, madame, la riante habitation qu'avait choisie notre ami. Je vis qu'il n'y avait rien à attendre de son obstination. Je me préparai à le quitter. Il s'était étendu par terre, enveloppé dans les couvertures. « Avouez, me dit-il, qu'il nous est arrivé de dormir moins commodément au service du roi. » Je rentrai au château, fort heureux, quant à moi, de m'étendre dans un lit commode et de trouver une chambre bien close. Le lendemain, sitôt levé, je courus à l'appartement du chevalier. Je ne le trouvai point. Nous avions commandé de tenir prêts nos chevaux pour 9 heures, car nous pensions gagner Lannion avant la nuit. Lorsque j'eus terminé mes apprêts, je me rendis au salon, où l'on me fit dire que M. de Kermodren m'attendait afin de prendre congé de notre hôte. « C'est ici, madame,
que j'eus la plus singulière surprise. Au moment où j'entre, le chevalier s'inclinait devant M. de Kermodren, et je l'entends dire fort distinctement « Adieu, monsieur, et croyez bien que j'ai payé assez cher la témérité que j'ai eue de mépriser votre avis. » Vous jugez, madame, de l'étonnement où me jetèrent des paroles si étranges. Je regardai notre ami, je ne lui trouvai pas cet air de raillerie que vous lui connaissez et qui ne quitte guère son visage. Il était pâle et défait. J'observai qu'il avait la mine d'un homme qui vient d'échapper à quelque affreuse angoisse. Vous pensez, si je trouvais longues les politesses d'usage qu'il fallait échanger avec notre hôte. Enfin nous pûmes partir, mais il demeurait silencieux et je n'osais encore l'interroger. Lorsque nous eûmes chevauché en silence pendant 1 heure, je ne pus réussir à contenir plus longtemps ma curiosité. « Chevalier, dis-je, il me semble que ce fantôme a dû être de fort mauvaise compagnie, car vous avez une fâcheuse mine ce matin. » Il se tourna vers moi et me fixa d'un regard moqueur. « Croyez-vous, mon cher, dit-il, en vérité, vous êtes un ami précieux, et l'intérêt que vous prenez à ma santé me touche extrêmement. » Là-dessus, il retombe en silence, et depuis ce moment, je ne pus lui en faire dire davantage. « Eh bien, madame, mon histoire n'est-elle point singulière, et n'êtes-vous point pressée de voir notre ami et de l'interroger sur ce chapitre-là? Il ne saurait vous résister, car vous savez jusqu'à quel point il craint de vous déplaire. Quant à moi, madame, il ne me reste que le désir de vous revoir, et de vous prouver que je suis pour la vie votre plus respectueux serviteur. »